Je me suis toujours demandé pourquoi personne ne l'avait fait avant moi. La parole est à Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Hérault. We're back, 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 back. D'accord. Non, ne me tuez pas, monsieur le policier, je ne veux pas mourir. J'ai peur, mon petit jaune. Vas-y, tire, tu peux appuyer sur la détente, hein. Ah, j'en ai rien à branler. I am ready, ready for the big ride, baby. Brothers and sisters, Ready to rock you again. Oh, okay, let's begin. brothers and sisters. Who's the realest? I'm guaranteed to give you what you need. Blam, blam, I'll spank your man. Check it out like this, and then like that. Blam, blam, I'll spank your man. Check it out like this, and then like that. Give me a shot, DJ Orbit, DJ Sosa, t'as bien entendu, enfoiré. Dans notre démocratie, il est légitime qu'une question aussi fondamentale que celle des retraites suscite de vifs débats. Le gouvernement entend leurs inquiétudes et le gouvernement écoute leurs propositions. Alors pour les retraites, j'ai pensé à une chose très simple, car aujourd'hui nous travaillons 42 ans en moyenne environ, hein, donc les gens devront travailler jusqu'à 62 ans. Bon, pour ceux qui travaillent dans les bureaux, ça devrait aller, mais pour ceux qui sont sur des travails manuels et physiques assez difficiles, je pense que ça va être difficile. Mais bon, bref. Je me suis dit, prenons le salaire de notre cher président. Où est son salaire? Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Voilà, alors notre président, comme vous pouvez le voir, il se fait 21 176, hein, donc si vous voulez, on peut faire le calcul, hein, très rapidement. Tac, 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 calculatrice. Donc, monsieur le président, ça fait 21 176 multiplié par 12, nombre de mois dans l'année, est égal. On multiplie par 5, nombre d'années qu'il l'a fait, et nous obtenons 1 270 560 euros. Bon, il veut pas. Un citoyen, par exemple, qui gagne 10 000 euros par mois. À votre avis, il se fait combien? Multiplié par 12 par mois. Ah. Multiplié par 42 ans, ça nous fait un beau chiffre, hein, de 5 millions. Alors un
travailleur classique à 1200 €, multiplié par 12 est égal à 14 000 € par an, multiplié par 42 est égal à 600 000 € en 42 ans, en sachant qu'une personne qui gagne 10 000 € s'est fait 5 millions. Donc en sachant que tout le monde doit travailler 42 ans, pourquoi ne pas baser sur un salaire moyen du salaire du président qui est d'1,5 million environ, et que ceci, on le divise par 42. Si vous voulez un salaire moyen, il vous faut gagner 35 000 € par an. Donc si on le divise par 12 maintenant, c'est égal à, en grosso merdo, à un salaire de 3 000 €. En sachant que tout le monde doit travailler 42 ans et que c'est une égalité logique, pourquoi ne pas faire en sorte que tout le monde doit gagner 1,5 million? Disons que c'est le but à atteindre pour aller en retraite. Je veux dire que par là, c'est vous travaillez 42 ans ou vous gagnez 1,5 million. Si vous gagnez plus d'1,5 million, vous partez en retraite. Alors la retraite sera basée sur le salaire du président, 3 000 €. Ce qui, je pense, logique de baser le salaire de base, disons, pour les salaires moyens, sur le salaire du président qu'il se fait en 5 ans. Ce qui nous fait un salaire de 3 000 € pour un couple, pour une personne. Un salaire de 3 000 €, c'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui. Vous me demanderez donc quel est le but, pourquoi 3 000 €? Pourquoi limiter la richesse? C'est ce qui permettra une meilleure redistribution du travail et de la richesse en général. En sachant que si tous les retraités ont 3 000 €, aujourd'hui, il faut savoir que les retraités, c'est eux qui ont le temps libre, hein, donc ceux qui dépensent le plus, il faut qu'ils puissent consommer. Et c'est en ayant tous la même retraite qu'ils y arriveront. À chaque fois que quelqu'un a son 1,5 million, il libère une place avant même d'avoir fait ses 42 ans, ce qui permet à tout citoyen français d'avoir deux possibilités, au plus vite d'avoir fait son devoir au plus vite et d'y avoir gagné en échange, à tous les points de vue. S'il a gagné son 1,5 million, il sera à l'abri du besoin et en plus, il sait qu'il gagnera une retraite de 3 000 €. Donc, c'est tout bénef. Et ça redistribue le travail et la richesse. La retraite ne doit plus être basée sur 75% du dernier salaire, faire 42 ans, mais travailler 42 ans ou gagner 1,5 million € pour aller en retraite et obtenir une retraite de 3 000 € par personne, quel que soit son milieu social. Limiter la richesse en donnant un plafond des gains gagnés durant sa vie, avec interdiction de travailler une fois le plafond atteint. Cela permettra de mieux redistribuer l'emploi et la richesse. Cette entreprise n'est pas le seul exemple de relocalisation. Des marques comme Lecoq Sportif, Geneviève Le Tue, Rossignol ou encore Atoll sont revenus s'installer. À la clé, la création d'une vingtaine d'emplois maximum par entreprise, alors que dans le même temps, les délocalisations suppriment 15 000 postes par an. L'autre tendance, c'est la création de nouvelles usines. C'est le choix de ce fabricant pour répondre à la croissance du marché. Produire en France lui coûte 10 € de plus par vélo qu'au Portugal. La chaîne a donc été automatisée et l'usine livre les magasins à proximité pour réduire les frais de transport. Et l'usine livre les magasins à proximité pour réduire les frais de transport.
Les salaires pour les entreprises qui sont sur la scène internationale devront payer tous leurs ouvriers, quel que soit leur pays, le même salaire basé sur un pourcentage des bénéfices. Ça permettra d'éviter les délocalisations des grosses chaînes de production. Quand on voit qu'aujourd'hui ils vendent de faire des gros profits, ils ont qu'à les partager un peu au lieu de garder que ce soit toujours les mêmes qui en profitent. Que sa politique environnementale ne permet pas aux consommateurs de retourner les articles pour les recycler ou les traiter. C'est contraire à toute logique. Les fabricants et les entreprises auraient tout intérêt à concevoir des produits qui durent toute une vie. Pour combattre l'obsolescence programmée, on peut aussi repenser la fabrication des produits. Selon une nouvelle approche, s'ils y produisaient les lois de la nature, l'obsolescence programmée deviendrait elle-même obsolète. Quand on parle de protection de l'environnement, on pense à réduire, renoncer, éviter, zéro déchet, moins d'impact. Mais au printemps, un cerisier ne réduit pas, n'évite pas et ne renonce pas. En fait, la nature surproduit. Les fleurs flétries, les feuilles mortes et les autres restes organiques ne sont pas des déchets. Ils naissent d'autres organismes. C'est un cycle permanent. La nature ne produit que des nutriments, pas des déchets. Brongart soutient que l'industrie peut imiter le cycle vertueux de la nature. Et il l'a prouvé en réinventant les procédés de fabrication d'une compagnie textile en Suisse. Quand par exemple vous tapissez un canapé ou une chaise d'un tissu comme celui-ci, les chutes sont si nocives qu'elles doivent être traitées comme des déchets toxiques. Des centaines de teintures et de produits chimiques hautement toxiques étaient utilisés habituellement dans cette usine. Pour la fabrication des nouveaux tissus, Brongart et son équipe ont réduit la liste à 36 produits, tous biodégradables. On sélectionne seulement des ingrédients que l'on pourrait manger. Si vous vouliez, vous pourriez les mélanger avec vos céréales. Dans une société basée sur le gaspillage, vos produits périssables créent un problème de déchets. Mais si une société crée des nutriments, les produits de courte durée offrent une chance de produire quelque chose de nouveau. Pour les détracteurs les plus radicaux de l'obsolescence programmée, changer le modèle de production est insuffisant. Il faut repenser entièrement le système économique ainsi que nos valeurs. C'est une vraie révolution. C'est d'abord une révolution culturelle, parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité. On essaye d'organiser une commune. Cette révolution, c'est la décroissance. De conférence en conférence, Serge Latouche propose d'en finir avec la société de croissance. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesse qui ont l'avantage de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. Nous dépendons de plus en plus des objets pour forger notre identité et avoir confiance en nous-mêmes. Sans doute parce que les choses qui auparavant façonnaient notre identité, comme l'adhésion à une communauté, l'attachement à une terre ou tout autre lien social, ont été remplacées par le consumérisme. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue, parce que nous consommons 26 fois plus
que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif. Les opposants de la décroissance craignent que l'économie moderne soit détruite et nous oblige à revenir à l'âge de pierre. Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de... La valorisation des produits de consommation se doit d'être appliquée. Moulin de Gants, ouest de l'Angleterre. Cela fait près d'un millénaire qu'il brasse de l'eau. Une énergie autrefois indispensable pour moudre le maïs, travailler la laine ou la soie. Aujourd'hui, il alimente une turbine qui génère assez d'électricité pour couvrir les besoins de 10 foyers. Une reconversion facilitée par une première phase de modernisation du moulin. Dans cet espace était la roue du moulin. C'était remplacé en 1880 par ce conduit l'eau et une turbine. Et dans le même espace, il y a aussi le conduit l'eau pour le nouveau turbine et le générateur aussi. Les Schindler ont 2 compteurs d'électricité, à l'intérieur et à l'extérieur. La filiale anglaise d'EDF, à qui appartient le réseau, achète donc l'électricité, mais elle a aussi accordé des prêts à 10 autres moulins de la région pour faire installer des turbines. Un investissement qui prendra quelques années à être rentabilisé. Bien sûr, ce système ne produit qu'une infime quantité d'électricité au regard des besoins nationaux. Mais cela reflète l'engouement des entreprises à repeindre leur blason en vert. Pour l'instant, c'est minoritaire, mais l'écologie devient populaire et les gens se sentent concernés. Et c'est important d'encourager les gens à prendre conscience de leurs dépenses d'énergie. Miles Thistlethwaite, un autre propriétaire, est du même avis. Je suis sûr que si tous les moulins comme celui-ci avaient ne serait-ce qu'un petit générateur, on pourrait combler 1 ou 2% de la demande totale. Mais c'est aussi très important de contribuer à la perception qu'ont les gens des énergies alternatives. Les moulins, ce ne sont pas de vieux bâtiments encombrants. Utiliser les moulins à eau n'a aucun impact sur l'environnement, car l'infrastructure existe déjà. En Europe, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de moulins qui pourraient se remettre à tourner. Dans le combat contre le réchauffement climatique, la technologie du passé peut servir d'écrin aux dernières innovations. Les prisonniers français devraient, durant leur peine, travailler à la reconstruction de monuments historiques pour qu'ils puissent continuer à contribuer à la société tout en payant leurs dettes. Cela permettra de donner un nouveau départ aussi bien pour les monuments que pour ceux qui auront travaillé dessus. Parce que tous ces monuments, on peut les reconvertir comme des moulins. Faire plein de choses, en faire une maison de la vie, une crèche, en faire une éolienne. On peut en faire beaucoup de choses de toutes ces choses, de ces châteaux. On peut leur redonner vie et leur donner une seconde vie. Et ça aidera aussi bien le prisonnier qui travaillera dessus à se dire, bah, au moins, j'ai fait quelque chose de correct dans ma vie, quoi. J'ai au moins contribué à la société d'une manière ou d'une autre. Même s'il a payé sa peine, bah, il a contribué à la société en travaillant au moins une fois dans sa vie, honnêtement. Et en plus, il peut en avoir une grande satisfaction, puisque le bâtiment sera reconverti. Donc, pour avoir plus tard quoi il sert et comment ses efforts en payer. Aujourd'hui, il faut réformer l'immobilier parce que quand on voit que les gens construisent des résidences et qu'il n'y a pas au moins un panneau solaire sur une seule de ces résidences, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve pas ça normal. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument les obliger à faire ça. Parce qu'il y a des constructeurs automobiles, poids lourds, tout ça, j'ai pas l'impression que ça avance. Même si dans certaines villes, on a réussi, il y a des avancées impressionnantes d'ailleurs, mais on peut pas passer exemple dessus, trop de fainéantis sûrement. Mais on peut pas se passer du nucléaire, hein. Ce qui est le nucléaire, on peut pas s'en passer, hein, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'énergie, vu qu'on en bouffe beaucoup.
Mais il faut que les bâtiments, faut que les véhicules s'adaptent et au plus vite. Donc tant que ça sera pas fait, le nucléaire, c'est sûr que sinon on va falloir en construire